Gilbert Montagnier, l'homme de tous les combats. On connaît bien l'artiste, mais qui connaît l'homme qui avance d'un pas décidé derrière sa canne? Je l'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant, et je l'ai vu avancer, lutter contre ce qu'il appelle le surhandicap, contre tout ce qui n'est pas adapté dans la société pour les non-voyants et qui pourrait l'être. J'ai eu envie de vous faire découvrir le parcours de cet homme qui nous invite régulièrement à danser. Samedi 2 octobre, Gilbert Montagnier, jeune chanteur français en vogue, rentre des États-Unis. Il est aveugle. Il a accepté de nous parler de son handicap. Enfin, handicapé, on est handicapé dans la mesure où on considère que c'est un handicap. Moi, je ne considère pas, mais enfin bon, il y a des personnes qui peuvent le considérer, bien sûr, il faut beaucoup de volonté. Les années passent, mais ça m'a toujours passionné de témoigner sur le sujet. Et la question qu'on me pose tout le temps, c'est « est-ce que je suis né aveugle ?» J'aime pas tellement la consonance phonétique, disons, du mot aveugle. Je trouve que ça fait infirme et pitié. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Je préfère le mot non-voyant, qui veut dire la même chose, si ce n'est, je crois d'ailleurs, plus direct, parce que non-voyant, ça dit bien ce que ça veut dire. Non-voyant, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Donc, et donc je préfère ce... Je crois que ça me va mieux, enfin, en plus, parce que je considère que je suis vraiment... Enfin, j'essaie d'être adapté le plus possible. Ma vie est particulière. Tout a commencé ici, dans ce beau quartier populaire, mon quartier, Ménilmontant. J'ai vu le jour, si je puis dire, à 5 mois et demi. Personne ne m'attendait. On avait dit à maman qu'elle avait un fibrome, enfin une grosseur dans le ventre. Elle a accouché à la maison, en plein hiver. Mes parents m'ont enveloppé dans de la ouate, puis on m'a emmené au centre des grands prématurés, à Port-Royal. C'était le 28 décembre 1951. Depuis, je suis jamais revenu ici. C'est vraiment la première fois. Je suis accueilli par le professeur Pierre-Henri Jarreau. Bonjour, je suis ravi de vous recevoir ici. Merci de m'accueillir. Gilbert est resté 4 mois en couveuse et en assistance respiratoire. À l'époque, les équipes médicales ne savaient pas encore doser l'oxygène correctement. Gilbert en a reçu un peu trop et comme il le dit lui-même, il a eu les yeux cassés. Comment ça se passe maintenant avec l'oxygène? Parce que moi, ça a été le problème. Alors, en fait, à l'époque, quand on donnait de l'oxygène aux grands prématurés, c'était pour les sauver. Dès le début des années 40, mais surtout à la fin des années 40, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de ces enfants qui posaient des problèmes ophtalmologiques, oculaires. Ils ont cherché dans tous les sens pour comprendre pourquoi il y avait cette maladie qui apparaissait. Oui. Et puis, il y a une pédiatre canadienne qui s'est aperçue que probablement l'oxygène était en cause. Et donc, du coup, on s'est mis à contrôler très étroitement l'apport d'oxygène. Aujourd'hui, évidemment, l'oxygène est très extrêmement contrôlé et on mesure le taux d'oxygène dont ils ont besoin. Et on ne leur donne jamais plus que ce dont ils ont besoin. Mais il ne faut pas non plus leur donner moins, parce que ça présente des risques aussi. Donc voilà. Et vous savez que j'ai rencontré le professeur Minkowski un jour dans une émission de télévision qui a créé. Qui a fondé ce service en 1966. Et j'ai pu le remercier, dans le sens où vous m'avez peut-être donné trop d'oxygène, mais sinon je ne serais même pas là pour vous parler de ça. Je sais qu'il était très heureux parce qu'il m'a dit que ça l'a déculpabilisé, qu'ils ont eu beaucoup de cas comme ça et que ça lui avait vraiment posé des problèmes personnels. Il faut garder la confiance dans les enfants en général. Absolument. Ils se débrouillent très bien derrière. Il y a comme une étoile dans ma vie, quelqu'un qui me dit de celle-là. J'ai toujours aimé la vie. Mon destin, c'est d'être qui je suis. Et je vois à ma façon. J'ai grandi à Ménilmontant, dans l'amour de ma famille. Et à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ce quartier. Pour les voyants, il me manque un sens. C'est marrant parce que moi je ne l'ai jamais connu, donc il ne m'a jamais manqué. Je me suis construit différemment, tout simplement. Waouh. C'est très étrange de revenir là. Enfin, je veux dire, c'est pas étrange, mais c'est la première fois que je viens là depuis longtemps. Je reconnais l'écho du hall. Et puis là, il devrait y avoir une porte. Ouais, c'est ça. Waouh. Et là, j'entre dans la cour.
Mon Dieu. Et cette cour, j'ai joué tout le temps, tous les jours, j'étais là. J'avais une trottinette, j'adorais jouer à la patinette. Et je sais qu'il y a un escalier normalement. J'allais carrément jusqu'à cet escalier. Voilà. Alors on va voir cet escalier s'il existe encore. Oui, génial. Et j'aimais bien m'arrêter juste au bord. Voilà. Et les voisins, ils flippaient par les fenêtres. Ils disaient, mais Gilbert, tu vas tomber. Ça, j'aimais bien ça. Voilà. Alors on y va. OK. Et normalement, il y a une porte. Oui. Et là, au 4e, on arrive là. Il y avait mes voisines, surtout là, ici, sur la porte droite, qui étaient complètement affolées quand je jouais, quand je sautais partout dans la pièce. Parce que tout petit, je sautais déjà, ben oui. Ah, alors ma porte, elle était là. Gilbert! Oui, Arrête de jouer si fort du piano. je ne joue pas fort. N'appuie pas sur les pédales, ça fait trop de bruit. Écoute, il est 4 heures de l'après-midi. Oui, mais je sais, mais les voisins vont encore vous souhaiter. Paris, 1971. Dans un petit appartement du 20e arrondissement, un garçon de 19 ans, Gilbert Montagnier, sa sœur, professeure aux États-Unis. Un garçon comme les autres, presque comme les autres. Mes parents m'ont donné le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, la confiance. Mon handicap ne devait pas être une prison. J'étais libre, je pouvais sortir comme je voulais. On fait des promenades entre non-voyants. Souvent, on s'attend à un métro. Et puis, on va stop prendre un verre. Ce que tous les jeunes font. Donc l'amour inondera mes matins, dans ton corps frémira sous mes mains, baby. Peu m'importe les problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Ma vie était pourtant différente de celle des autres enfants. Je suis allé à l'école des non-voyants. Pour cause, on ne nous acceptait pas dans les autres. À Saint-Mandé d'abord, où j'ai commencé à apprendre le piano. Ensuite, j'ai intégré l'Institut national des jeunes aveugles. Entre nous, on appelle ça l'INJA. Comme dans toutes les écoles, les enfants se découvrent et apprennent à vivre et à s'insérer dans la société. C'est loin d'être facile pour tout le monde, je sais bien. Mais parfois, il y a des portes qui s'ouvrent à nous. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi quand j'ai découvert Ray Charles et Louis Braille. Ils m'ont vraiment inspiré. Ça a été mes guides. C'est le Louis Braille. En tout cas, tu vois, si ton âme, elle était dans cette statue, je te dirais merci. Parce que ce que tu as fait, c'est génial. La seule écriture sensuelle au monde. Eh oui, mon pote, t'avais pas pensé à ça quand t'as conçu ça. C'est vraiment bien. Je me suis vraiment passionné pour la musique. J'avais rencontré ma muse. Et à travers toutes ces rencontres, j'ai croisé la route de Claude Lemel, un fantastique auteur de notre chanson française. Il m'a écrit une chanson qui s'appelle « Pardonner ». À la maison, petit garçon, dans mon cocon d'amour. J'étais au chaud, câlin, dodo, enfance de velours. Mais dès que je sortais un peu au milieu du hasard, c'était plus dur cette aventure d'être un enfant à part. Fallait comprendre, fallait apprendre à pardonner, desserrer mon cœur. Quand on est un enfant différent, c'est sûr qu'on se pose des questions. J'ai eu envie de rencontrer les élèves de l'INJA. J'espère que mon témoignage leur apportera quelques lumières. En tout cas, je ferai de mon mieux. Est-ce que ça fait pas bizarre de partir de rien du tout? Genre, on est élève à l'INJA et après on joue à l'Olympia et tout. Ça a commencé que j'ai pris mon métro solo et puis que je suis allé plusieurs fois essayer d'avoir des auditions dans les compagnies de disques,
Comment tu crois qu'on te regardait à l'époque quand tu arrivais en tant que non-voyant? Ils pensaient que tu allais leur demander 100 balles, tu vois ce que je veux dire? Donc, personne ne te parlait. Et puis un jour, j'ai eu une audition. Et puis un jour, j'ai fait un premier disque. Mais ce premier disque n'a absolument pas marché. Mais vous comprenez que c'est des métiers ou des passions qui donnent tellement de joie qu'on doit avoir les épaules assez solides pour encaisser les peines. Moi, je veux que vous fassiez le métier que vous avez envie de faire. Et même si c'est pas marrant tous les jours, surtout faites de bonnes études. N'abandonnez pas, ne décrochez pas, parce que sinon c'est un surhandicap que tu te mets sur la tête. La question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y a d'autres gens dans ta famille qui ne voient pas? Non, c'est une très bonne question. Non, je suis le seul, c'est bien. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous devez avoir conscience d'une chose, écoutez-moi. Vous devez penser que quand vous êtes dans la rue, vous êtes souvent le premier ou la première déficiente visuelle que les gens rencontrent. Et ça a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit, sans se forcer, c'est pas tu te prends pour un autre, mais sans se forcer, donner le meilleur de toi-même. Il ne faut pas refuser l'aide des gens. Parce que si toi, Cassandre, tu refuses de l'aide, ils vont jamais plus proposer de l'aide à personne. Tu comprends, Cassandre? Ouais. Mais en même temps, tu te laisses pas faire. En même temps, tu laisses personne marcher sur ta dignité, comme je disais. Par contre, si la personne refuse de t'aider, là... Ouais, il y en a plein. Si tu veux, c'est pire que ça. Ils ne refusent pas, c'est qu'ils passent devant toi comme si tu n'existes pas. Toi, hein. Ils continuent de marcher, surtout quand il pleut. L'important, Cassandre, je vais te dire un truc. C'est pas que eux fassent le premier pas. C'est que le premier pas, il soit fait. C'est pas grave si c'est toi qui fais le premier pas. Les voyants, ils ont un problème avec la déficience visuelle. C'est qu'ils sont très mal à l'aise, eux, avec ça. Il faut les comprendre. Tu sais pourquoi ils sont mal à l'aise? Parce qu'ils... Tout d'un coup, ils flippent. Ils se disent « Waouh, si ça m'arrivait à moi, alors comment je ferais ?» tout ça. Et pendant ce temps-là, ils ne t'aident pas. Voilà pourquoi ils ne t'aident pas. Mais ce n'est pas méchant, c'est stupide. C'est tout, quoi. Je voulais juste demander, est-ce que vous avez d'autres passions que la musique? Oui, j'adore les nouvelles technologies. Vous savez, quand j'étais élève ici, je m'imaginais qu'on aurait des téléphones portables, comme on les a maintenant. Exactement pareil. Et quand j'en parlais, tout le monde me prenait pour un dingue. Mais c'était ça, j'étais sûr que ça arriverait. T'étais visionnaire. Ben voilà. Bah oui, c'est vrai. Ben oui, parce que l'œil n'a pas le monopole de la vision. Rappelez-vous de ça. Gilbert est très curieux. C'est dans l'Allier, chez sa grand-mère, qu'il a découvert l'école de la vie, les beautés de la nature, celles qui l'ont tant inspiré. Il y retourne régulièrement, ne serait-ce que pour partager des bons moments avec son vieil ami Lucien Gruet. Oh! Bonjour Gilbert! Oh Lulu! Bienvenue chez toi, en Bourbonnais! Allez, comment vas-tu? Ça va bien. J'ai fait un bon voyage. Je suis tellement content, à chaque fois que j'arrive là, tu peux pas savoir. Et figure-toi que moi, je vais t'emmener en 2 chevaux jusqu'à Saléan. Et puis là-bas, on ira... En 2 chevaux? Voilà. Et tu vas même me laisser conduire un peu. Ah ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, bah d'accord. Allez, on est parti. Alors, je t'emmène. Allez. Allez, viens dedans. Dis-moi. Voilà, mais tu vas-y. Non, mais parle-moi. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Là, tu bouges plus. Un petit peu à droite. Oui, parce qu'il y a la bande blanche, pas dépasser. Donne-moi plus d'infos. Là, c'est bon, c'est super. Ouais. Un vrai pilote. Hein. Tu sais, quand j'étais môme, je pensais pas qu'on devait toucher le volant tout le temps, quoi. Un petit peu à droite, un peu à gauche. Oui, je pensais que, bon, c'était droit. Après. Alors, on essaie tout droit. Ouais. On va arriver bientôt à Saint-Léon. Ah, Saint-Léon. Tu sais, c'est ici aussi que j'ai appris les premières leçons de choses. C'est-à-dire que les voisins, ils m'ont fait toucher les animaux. C'est la première fois que j'ai touché les animaux. Tu entends les oiseaux, là, qui chantent là? Oui, effectivement. Eh bien, j'ai entendu un jour un oiseau comme ça. Et l'oiseau, il faisait... Et tout d'un coup, j'ai eu une mélodie dans ma tête, si tu veux. Et je suis parti sur cette mélodie, je l'ai écrite immédiatement. Et c'était The Fool. C'est ça qui est magique, l'inspiration. Tu sais jamais quand ça va t'arriver. C'est comme si quelqu'un frappait sur la petite porte de ton esprit, le petit toc-toc-toc. Et que c'était un grand succès. Ben oui, mais ça, je ne savais pas. Hein. La musique, c'est au départ de la nature, que ça vient de la terre. Regarde,
ce bruissement, écoute donc. Ben, ça aussi, c'est beau. Cette eau qui coule là. Oui. Elle a plusieurs notes en même temps. Et c'est ça, les gouttes différentes. Mais ce ne sont pas les mêmes notes. Et c'est fascinant. Moi, j'adore penser à ça, tu comprends? Parce que la musique, c'est ça. La musique vient des éléments de la nature. Sa notoriété lui a permis de vivre des expériences particulières. La radio est devenue son média. Une histoire qu'il va vous raconter. En 2008, Frédéric Jouve, qui dirige la première radio de France, m'a proposé d'animer une émission de radio avec Laurent Petit-Guillaume. Dans les métiers d'écoute, nous les non-voyants, on est excellents. Gilbert, c'est quelqu'un qui donne. On donne tous, plus ou moins, mais c'est quelqu'un qui donne des choses que nous, voyants, ne pouvons pas donner. C'est quelqu'un qui vous apporte aussi un regard, je tiens à le dire, sur nous-mêmes. C'est quelqu'un qui vous booste énormément. L'émission s'appelait « On peut vous aider, même en été ». Tout un symbole. Et j'étais vraiment à ma place. Ça m'a toujours touché et fait plaisir quand on me fait confiance et quand on croit en ma responsabilisation des choses et au fait que j'ai le pouvoir de faire. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a eu des périodes dans ta vie où on n'a pas fait attention à toi, où l'indifférence a pu causer des problèmes? Alors, l'indifférence, surtout l'incorrection. Et on m'a raconté aussi une anecdote un jour, je crois que ça se passait aux États-Unis, tu étais dans un supermarché et là c'était pareil, quoi. Il y avait personne autour de toi pour te donner un coup de main. Pire que ça, c'est que je suis arrivé vers 18h, comme c'est pas étiqueté, comme il n'y a rien pour t'indiquer comment tu fais. Donc j'ai demandé le manager et le mec est arrivé, il me dit « Vous savez quelle heure est-il là ?» Je lui ai dit « Oui, il est 6h. » Il dit « Mais vous n'y pensez pas ? Il y a trop de monde, revenez à un autre moment, nous, on ne peut pas là. » Et là, tu te sens comme, tu sais, comme un esclave. Mais tu me connais un petit peu, donc je ne me suis pas laissé faire. Et je lui ai dit, vous plaisantez, moi je ne bouge pas tant que vous ne me donnez pas quelqu'un en main. Mais heureusement, là je peux en parler, il y a prescription. Nicole, si tu nous regardes, il y a une petite qui est arrivée, très sympa. Et j'ai fait les courses avec elle, et puis on a fait un petit tour. Ah, c'est tout. Ça se trouve, c'est une tactique maintenant. Il fait exprès les courses tout seul. Non. Mais d'ailleurs, où on en est dans cette histoire de... Est-ce qu'il faudrait y arriver à l'étiquetage ou à une forme dans les magasins? Complètement. Au moins au niveau des rayons. D'abord, il faut arriver... J'ai parlé à un directeur de Carrefour l'autre jour au téléphone. Et je lui ai dit, monsieur, c'est plus acceptable. Vous êtes dans un endroit recevant du public... Vous devez mettre quelqu'un à la disposition des gens qui ont besoin d'une aide. Absolument. En plus, ça fait un emploi. En plus, ça fait partie de la loi, loi 2005. Oui. Et puis, tu sais, une idée aussi, c'est que sur les produits, maintenant, on peut lire les codes barres avec le téléphone. On peut les lire. Donc, du coup, ça, c'est vocal? Oui. Sauf que... oui, mais bon. Sauf qu'ils n'ont pas mis un repère tactile où sont les codes barres. Donc, tu ne peux pas l'identifier. Là aussi, réveillez-vous. Je suis de tous les combats dès qu'il y a indifférence. L'entraide et la solidarité sont évidemment des valeurs qui me sont chères. Ça fait 45 ans que je me bats pour faciliter la vie des personnes handicapées. Tout ça a commencé dès mon retour des États-Unis, dans les années 80. Et dans les années 2000, j'ai vu mes premiers rêves se réaliser. L'installation des feux sonores. Rouge rue de Charenton. Allez. Certains combats ont été plus longs. J'ai mis 20 ans à convaincre le monde de la banque de l'urgence de généraliser la vocalisation des distributeurs de billets. En 2009, avec le concours de mon ami Patrick Segal, j'ai rendu un rapport aux ministres Valérie Létard et Xavier Bertrand. J'ai pu enfin démontrer l'importance de l'audiodescription. Depuis 8 ans déjà, l'association Valentin Ahuy organise le festival Audiodescription. Moment très important pour moi, et grand amateur de cinéma. Ah oui. Bonjour. Ici, on s'équipe de casques sans fil pour recevoir les commentaires audio décrits, c'est-à-dire les indications ou descriptions des scènes muettes. C'est bien plus qu'une aide à la compréhension. Ça apporte de nouvelles émotions. Je voudrais, en 2 mots, vous dire que mon engagement a été total dès que j'ai pu commencer à agir. Donc je suis allé interviewer tous les présidents de chaîne et j'ai demandé qu'est-ce que tu fais pour l'audiodescription, comme je savais qu'ils ne faisaient rien, il n'y avait pas de problème. Mais c'était pas de leur faute parce qu'ils ne savaient pas.
Alors on les a conduits dans les locaux de l'AVH où ils ont été émerveillés de voir le boulot de l'audiodescription. Ils font un boulot extraordinaire. Ils, ce sont eux, les techniciens ou les auteurs, interprètes, comme la talentueuse Dune Chervin. C'est très important que Gilbert nous accompagne par rapport au cinéma, à l'audiovisuel, à l'accessibilité de la culture, parce qu'il y a un manque, on est très en retard, et il suffit d'un petit peu d'énergie et on arrive à faire des belles choses. Mais c'est pas encore gagné. Sur l'écran de gauche, j'ai le texte de l'audiodescription. Sur l'écran de droite, il y a l'image. Okay. C'est parti. Gare de Moulins-sur-Allier. Sur le parvis devant la gare, Lucien Gruet, un homme d'une 60aine d'années, regarde l'horloge qui indique 14h05. Plus tard, sur un quai, une autre marque 14h15. Un train démarre. Un homme sort de la gare en s'aidant de sa canne blanche. Il a un visage jovial, les cheveux grisonnants et porte des lunettes noires. Lucien vient à sa rencontre. Bonjour Gilbert. Bienvenue chez toi, en Bourbonnais. Les deux amis s'éloignent. Gilbert a réduit sa canne. Moi j'ai 2 racines. Et cette racine-là du Bourbonnais, Montagnier, on est là depuis 1620. Il y a un fan qui m'a appris ça, tu comprends? L'imposante cathédrale de la ville se dresse dans le ciel bleu. Les toits en ardoise miroitent sous le soleil. L'audiodescription, ça me fait réaliser, moi, à chaque fois que je vois ça, toutes les scènes muettes qu'il y a dans un film. Ouais. Tu sais, avant, moi, je pensais pas à ça. Ouais. Parce que je voyais un film comme moi j'avais l'habitude, à partir de l'âge de 6-7 ans, et puis ça m'allait bien. Et quand j'ai vraiment œuvré pour l'audiodescription, je pensais très sincèrement surtout aux autres, mais vraiment, j'avoue que moi, ça m'a apporté beaucoup. Mais moi aussi, ça m'apporte beaucoup. Ah. C'est vrai? C'est important ce que vous faites. Bon, bah c'est super. Ces combats sont gagnés, j'en suis heureux. À ma petite échelle, je soutiens tous ceux qui travaillent pour le mieux vivre des personnes handicapées. Je suis le parrain de l'Institut de la Vision, merveilleux centre de recherche créé par mon ami José-Alain Sahel. Alors le combat qu'on partage avec Gilbert, c'est un combat de refuser tout ce qui est absurde dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les vrais problèmes qui sont le handicap, sur lesquels nous essayons de travailler pour trouver des solutions, mais aussi l'inadaptation de l'ensemble de la société qui finalement exclut le handicapé, alors que des solutions pourraient être apportées. Donc c'est plus construire une société pour le fameux vivre ensemble, mais cette fois-ci où chacun a sa place et pas comme un assisté, mais comme quelqu'un d'autonome. Et ça, c'est un discours et une approche que nous partageons. C'est que nous, on a un problème, c'est les codes barres, puisqu'il n'y a aucune indication où ils sont. Alors, ce qu'on a fait, c'est voir avec un industriel de la grande distribution comment on pouvait améliorer sur les produits la lisibilité. Donc, au départ, ils sont assez jolis, les produits, il y a des belles photos. Mais ce qui importe pour les personnes, c'est de savoir ce qu'il y a dedans, c'est de savoir la date de péremption et aussi le prix. Et donc, essayer de travailler avec eux sur les informations les plus importantes, les rendre le plus lisibles possible. Le code barre, en principe, il est beaucoup plus facile à identifier que sur les autres produits. Pour les malvoyants. Pour les malvoyants, pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la solidarité, bien pensée, elle va aussi avoir des répercussions sur la vie de chacun. Je crois en l'idée toute simple que la solidarité bien pensée améliore la vie de chacun. Et ça passe par tous les progrès. J'imagine que demain, devant les magasins, il y aura une généralisation des bornes qui nous parleront via nos smartphones. Et ça nous donnera toutes sortes d'indications. Le travail de Steve Jobs a été considérable. VoiceOver, les GPS vocalisés et d'autres applications nous ont vraiment changé la vie. C'est important de rester connecté. À côté de tous mes engagements pour qu'on puisse vivre en harmonie, je n'oublie pas ma passion pour la musique et la scène. C'est là, avec mes amis musiciens et mon public, que je puise toute mon énergie. C'est un moment merveilleux que d'être sur scène. Je suis un artiste, un chanteur et un homme engagé. Je suis tout cela à la fois. Je crois à la prise de conscience. Je suis persuadé que quand la société posera un vrai regard sur les personnes handicapées, quand les conditions de vie, de déplacement et de travail seront par là même améliorées, le handicap sera simplement cette putain de différence qui va tous nous enrichir.
veux découvrir ton visage. Pour l'amour aimé. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur le nouveau service vidéo de France Télévisions www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. L'auteur-réalisatrice Anne Dor, le producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions, à la presse Valérie Blanchet, à la production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, les responsables de production Thierry Chabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.